J'interviens donc au niveau du secteur de J1, au niveau de la gestion de cas, qui est donc incluse dans la méthode MAIA, méthode d'action et d'intégration des acteurs de soins et d'aide dans le champ de l'autonomie. Donc la MAIA, elle a pour but du coup l'intégration des services et de travailler en commun, d'harmoniser nos pratiques pour accompagner la personne âgée. Au niveau de la gestion de cas, nous intervenons plus particulièrement pour les personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire, avec une altération de l'autonomie décisionnelle et fonctionnelle. Pour les personnes qui sont à domicile et qui n'ont peu ou pas d'aidants présents ou des aidants qui sont en grande difficulté. Des aidants qui, notamment, je pense, à certaines situations, sont épuisés par la situation de la personne souffrante. Et nous intervenons aussi pour des personnes qui, du coup, n'ont peu ou pas de suivi médical mis en place. Au niveau de la MAIA, il n'y a pas un projet type pour la personne accompagnée, mais plutôt le but est de tendre à respecter le plus possible le projet de la personne accompagnée. C'est là où nous travaillons notamment en lien étroit avec les aidants pour veiller à ce que le projet, le souhait de la personne malade puisse être respecté tout au long de son parcours, de son maintien à domicile, mais aussi ensuite. Audrey, quel chemin pour l'aidant dans le deuil blanc? Alors pour commencer, moi je voulais parler un petit peu avec vous de qu'est-ce que le deuil blanc. Donc on a eu une petite définition dans la vidéo. Je voudrais rajouter à ça que c'est une forme de deuil qui est ressentie par l'aidant lorsqu'un proche est atteint d'un trouble cognitif, de maladie neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer, pour citer la plus connue, lorsque ce proche n'a plus la même présence mentale ou affective que par le passé, bien qu'il soit encore bien présent au niveau physique. Le proche, l'aidant, va vivre une succession de pertes et de deuil. Quand on parle de deuil ici, on ne demande pas à la personne d'oublier ce qu'elle a pu vivre avec l'être aimé, d'oublier ce qu'elle était, mais de pouvoir réussir à ce que cette souffrance devienne un tant soit peu suffisamment supportable pour qu'elle puisse réinvestir le lien avec lui, réinvestir une nouvelle relation. J'entends beaucoup de familles s'interroger face à leur impuissance, face à la maladie, face à certains troubles parfois, et qu'ils disent « je ne le reconnais plus, il n'était pas comme ça avant ». Par ces mots, les aidants, ils expriment à ce moment-là une perte de la qualité relationnelle qu'ils pouvaient avoir avec eux, mais aussi une perte de repères, une perte de projet. Une femme me disait parfois pouvoir ressentir, comment elle disait, voir sa vie, voir leur vie avec son mari gâchée par la maladie. C'est un mot fort. Elle disait ça parce qu'ils avaient dû renoncer à énormément de projets qu'ils avaient en commun tous les deux. Mais tout en disant ça, elle exprimait aussi une grande culpabilité. Une culpabilité de pouvoir ressortir cette émotion, étant donné que son mari souffrait aussi énormément de toutes ces pertes, mais parce qu'ils arrivaient quand même à vivre d'importants moments de complicité ensemble. Donc comme on peut le voir chez cette femme et aussi dans la vidéo, ce sont des pathologies qui génèrent énormément d'ambivalence dans les sentiments, dans les émotions. On peut voir par moments des sentiments de frustration, d'impuissance, mais aussi par d'autres moments des moments d'espoir et de joie. Tout cela, c'est une forme pour moi de crise identitaire, tant pour la personne qui souffre de la maladie que pour sa famille, ses accompagnants, que ce soit le conjoint ou les enfants. On voit par là, par exemple, une blessure narcissique qui peut être liée à la perte ou au glissement des rôles de chacun au sein de la famille. Alors, comment nous pouvons-nous aider ces proches face à tout ce qu'ils peuvent ressentir, toutes ces émotions? Si je peux me permettre, je vais citer juste Albert Camus qui disait tout simplement « Parler de ses peines, c'est déjà se consoler ». Donc, est-ce à nous, professionnels, de pouvoir accompagner les proches à exprimer ce qu'ils ressentent, prendre le temps de dire ce qu'ils ressentent, afin que ces aidants ne deviennent pas seulement des soignants de leurs proches, mais qu'ils puissent rester un proche et accompagner et vivre la relation avec. Par exemple, la fille d'une résidente m'exprimait des difficultés à accepter certains comportements de sa mère.
Celle-ci a un vocabulaire qui est parfois très désinhibé, même vulgaire. Et la fille exprimait une gêne très importante par rapport au regard des autres. Alors les autres, c'était aussi bien à l'extérieur qu'au sein de l'établissement. Et elle présentait ses excuses sans cesse à tout le monde pour les propos de sa mère. Elle se sentait responsable de ce qu'elle pouvait dire. Alors, par moments, elle arrivait même à être très en colère après elle et la réprimander en lui disant qu'elle ne pouvait pas dire des choses comme ça. Là, dans cette situation, on voit bien l'inversement des rôles, la forme de responsabilité qu'elle avait auprès de sa maman et de voir que cette fille pouvait devenir aussi le parent de son parent. Ce sont toutes ces situations ambiguës qui peuvent entraîner ces pathologies et du coup créer de la confusion et des sentiments très contradictoires. Chaque perte qui intervient demande un remaniement psychique très important pour les aidants, mais également pour la personne qui souffre de la maladie. On ne peut pas dire qu'il y a des pertes plus ou moins importantes. On ne peut pas non plus faire une liste exhaustive de toutes les pertes qu'il peut avoir. Chaque perte va être due à la relation, à la nature de la relation, au vécu de la personne, mais aussi à sa personnalité. Une épouse me disait à quel point c'était dur pour elle de ne plus réussir à communiquer comme avant avec son mari. Elle disait « il vous dira une phrase, et après, il n'y aura plus rien ». Avant, on parlait de tout, on était très bien, on discutait tout le temps. Et aujourd'hui, ça ne l'intéresse plus vraiment. Quand je l'appelle, parfois, ça lui fait plaisir de m'entendre, et parfois, il ne me reconnaît plus. Mais nous, ce que nous pouvions observer en tant que professionnels, c'était qu'à chaque fois qu'elle venait, son mari souriait. Il ressentait énormément d'émotions positives en la voyant, même s'il n'arrivait plus à dire qui elle était réellement. On entend bien par ce discours la souffrance des mots qui ne sont plus. Mais même si la maladie peut affecter réellement la capacité de la personne à s'exprimer, à nommer ses proches, il y a un lien qui reste, et c'est le lien de l'émotionnel. Par l'émotion, on peut travailler cette relation qui change. La communication sera peut-être beaucoup moins intellectualisée que par le passé, mais la communication émotionnelle reste encore très présente. Certains auteurs, comme Platon, parlent même d'intelligence affective. Donc on note bien que l'empathie avec ces personnes est vraiment très importante. Elle est primordiale dans la relation, car ils ressentent vraiment très fortement les émotions des autres. Benoît, quel accompagnement pour la personne qui n'est plus là, alors qu'elle est encore là? Je pensais à ça en entendant parler du serment d'Hippocrate. Il ne s'agit pas d'accompagner la mort, il ne s'agit pas de donner la mort, il s'agit d'accompagner la vie. La vie est présente et elle est présente jusqu'au tout dernier souffle. Et quoi que vive la personne, mon expérience m'a montré qu'elle a quelque chose à vivre jusqu'à son dernier souffle et que personne ne pourra expirer ce souffle-là à sa place. La difficulté, c'est que pour le personnel soignant, comme pour les familles, il y a souvent une impression que la personne n'est plus là. J'entends souvent des bénévoles Jalmal, quand je les accompagne en groupe de parole, dire on m'a dit que ce n'est pas la peine d'aller voir cette personne-là parce qu'elle ne communique plus. Or, les bénévoles, dans le cadre des lois et des décrets et de la charte des soins palliatifs, sont formés, bien formés, pour accompagner jusqu'au bout, y compris quand la personne ne communique plus. Par exemple, j'ai eu ce témoignage, un mari qui disait devant sa femme, qui était alitée, qui apparemment ne communiquait plus, « Ma femme, il n'y a plus rien à en tirer ». Et puis, la magie de l'intervention des bénévoles, j'enlève ce mot magie parce que je ne voudrais pas que ça puisse paraître un peu suspicieux, mais simplement leur compétence fait qu'on voit des choses tout à fait étonnantes. Et ce mari-là a vu sa femme parler quelques instants après, il ne comprenait pas. Simplement, je crois que la fin de vie et la mort qui approchent tétanise, paralyse, rend un peu, excusez l'expression, mais idiot l'entourage qui ne sait plus trop comment faire et qui a peur. Ça me donne envie de vous citer Jacques Higelin qui, avant de mourir, nous a quand même laissé cette belle phrase « Ceux qui ont peur de mourir ont peur de vivre ». Alors, comment vivre ces derniers moments et les partager? Et je crois que les aidants ont vraiment besoin qu'on les aide à comprendre tout ce qu'il y a encore possible
Une personne qui ne communique plus, eh bien, nous pouvons encore lui dire des choses, lui dire tout ce qu'il y a d'important à dire. Et le plus souvent, ce qu'il y a d'important à dire, ça se résume à très peu de mots, c'est « je t'aime ». C'est « j'ai été heureux de partager ce moment de vie avec toi ». Moment qui peut être court, qui peut être très long, suivant les circonstances. Voilà, des choses très simples, mais qu'il est important que les aidants osent dire. Et les soignants et les bénévoles ont ce rôle d'informer, de former les aidants, de former les proches, je crois que c'est plus juste de dire les proches dans le cas de la fin de vie, à cette capacité qu'il y a encore à dire et toute l'importance qu'il y a à le faire avant la mort, puis si jamais ça n'a pas pu se faire avant la mort, de le faire juste après, c'est encore possible et encore très important. Alice, quel accompagnement pour les aidants, pour les aider à accepter que leur rôle change? Donc tout d'abord, c'est vrai que accompagner la personne qui a des troubles de la mémoire dans le cadre de son maintien à domicile, c'est aussi essentiellement, c'est au cœur de l'accompagnement que d'accompagner son aidant ou ses aidants dans l'acceptation de la maladie, de la souffrance, mais aussi dans l'évolution de la personne malade. Pour cela, du coup, la priorité, c'est de respecter la volonté de la personne qui est malade, mais aussi de respecter la parole de l'aidant. L'aidant qui connaît particulièrement bien la personne et donc son souhait, ses souhaits. Et même lorsque la personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté ou d'exprimer ses souhaits, l'aidant est là pour nous signifier du coup ses besoins et aussi ce qui est très important pour la personne et sa volonté dans le cadre du maintien à domicile, mais aussi par la suite. Nous accompagnons également du coup l'aidant dans l'acceptation de la maladie, l'acceptation de l'évolution et donc aussi lorsque la maladie évolue, l'évolution du projet avec cet aidant, donc par des conseils, mais aussi par une orientation vers les services qui peuvent soutenir les aidants, qui peuvent aussi les former, qui peuvent aussi leur rappeler que leur rôle n'est pas qu'un rôle, nous le disions précédemment, de soignant, de resituer un petit peu leur rôle auprès de la personne. C'est pour cela que nous venons en soutien à cet aidant, pour un petit peu pouvoir lui permettre de souffler et de retrouver sa place auprès de la personne malade. Catherine, j'avais prévu une question, vous avez partiellement répondu, mais comment avez-vous vécu le sentiment de devoir relayer votre mission d'aidant lors de l'entrée dans la résidence de votre papa? Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toujours une place d'aidant entre lui et nous à ce jour? Alors, moi, mon ressenti, forcément, il était multiple, puisque compte tenu de ce parcours, donc c'était à la fois du soulagement, ça peut être parfois de la frustration aussi. Quelque part, c'est une délégation aussi. Donc, comme toute délégation, il faut accepter que ce ne soit pas fait forcément comme vous le souhaiteriez au moment où vous le souhaitez, etc. Je pense qu'effectivement, j'ai gardé ma place. Puisque le deal aussi, quand il est entré en maison, enfin en institution, c'était que je vienne le voir tous les jours. Donc je pense qu'il y a deux infirmières présentes. Donc effectivement, j'ai toujours mon rôle d'aidant et je suis assez vigilante sur l'ensemble de ce qui peut se passer. Mais par contre, juste peut-être pour anticiper un peu et rebondir sur le film, ça permet de se décharger en tant qu'aidant de la partie, je dirais, logistique, gestion, même si j'ai toujours ce rôle de relais, puisque je considère aussi que je fais un petit peu le trait d'union entre les visites aux spécialistes, l'institution, les retours,
les réactions et tout. Ceci dit, ça permet quand même de se décharger beaucoup du courant de la logistique et de se concentrer sur des relations qui sont plus humaines et de partage que nous avons entre nous. Et pour rebondir aussi par rapport au film et ce que vous disiez, je crois, c'est que moi, ma relation est tout autre. Et j'ai coutume de dire à mon entourage aussi que là, en 2 ans et demi, j'ai presque récupéré 40 ans de relation avec mon père. Parce que là, on se concentre sur l'essentiel et effectivement sur des échanges sympathiques plutôt. Même si, il y a des frictions, ce qui est obligé. Pour moi, déjà, je pense qu'il faut faire preuve vraiment d'humilité face à chaque personne, face à chaque situation. On ne peut pas dire qu'il y a une seule manière, une manière idéale d'accompagner la personne. On doit être présent pour aider les aidants et aider aussi les personnes souffrant de la maladie à mettre du sens sur ce qu'ils vivent. De les aider à trouver un accompagnement aussi singulier qu'ils le sont et que l'est la situation. De pouvoir les accompagner au fur et à mesure de ce qu'ils vivent, de leur questionnement à leur rythme. Pour ça, je vais illustrer mes propos en vous parlant un petit peu d'une situation qu'on a vécue et qu'on pourra sûrement peut-être revivre dans le futur. Je vous explique déjà un petit peu le contexte. Un monsieur est rentré au sein de l'EHPAD suite à une évolution de ses troubles cognitifs et de ses troubles du comportement. Le jour de son entrée, il est arrivé avec son épouse. Ça a été une entrée très difficile pour eux parce que ça faisait aussi le début d'une séparation physique entre eux. Donc ça a été compliqué à accepter. On a pu les accompagner au fur et à mesure dans chaque étape. Et un jour, cette femme a demandé à me rencontrer en urgence et elle arrivait à mon bureau en exprimant une très vive colère, en pleurant. Et je l'ai interrogée sur la situation et elle m'a dit être arrivée et avoir vu une résidente embrasser son mari. Alors oui, à ce moment-là, je comprends le choc qu'elle a vécu d'être face à cette image, face à cette incompréhension de ce qui pouvait se passer. À ce moment-là, seule la colère pouvait sortir. Elle nous a demandé de séparer absolument ces 2 personnes qui ne se revoient plus. Ce qui en EHPAD peut être compliqué, voilà, parce qu'ils ne se voient plus. Le lendemain, on s'est revus. Le sentiment de colère était un petit peu passé pour elle, mais du coup, elle était dans une phase de questionnement très important. Qu'est-ce que je dois faire ? Elle ne se rend même pas compte de ce que j'ai pu ressentir. Est-ce que je dois encore l'embrasser ? Toutes ces questions en fait, qui venaient auprès d'elle. À toutes ces questions, bien sûr, je n'ai pas une bonne réponse à lui donner. Je dois justement à ce moment-là l'accompagner à trouver ses propres solutions qui vont permettre de l'apaiser et de continuer un accompagnement avec son mari. Pour elle, c'était très compliqué parce qu'elle se demandait mais quelle est ma place aujourd'hui auprès de mon mari ? Est-ce que c'est encore important que je vienne le rencontrer ? Est-ce qu'il a encore besoin de moi ? Donc les jours suivants, on a décidé d'aller ensemble à la rencontre de son mari parce qu'elle ne se sentait pas pouvoir y aller seule. Ce monsieur, de par sa pathologie, ne communique plus beaucoup par la parole. Donc on a essayé de mettre un médiateur en place à travers le sport, parce que lui est un passionné de sport, pour réintroduire du lien entre eux et surtout réintroduire de l'intimité dans ce couple, qu'ils puissent à nouveau être ensemble et communiquer d'une manière différente. Quelques jours après, cette femme est revenue me voir en me disant « Ça y est, je pense que j'ai compris que c'était l'évolution de sa maladie et que ce n'était plus vraiment le même homme que j'ai connu. » Donc suite à ça, elle me dit que si pour lui c'est important de recevoir de l'affection en son absence, elle accepte cette relation. Alors, c'est une relation vraiment singulière. C'est un cheminement qu'elle a dû faire très important. Ça a été vraiment une épreuve pour elle. Ce cheminement, on ne pourrait pas l'imposer ou le proposer à une autre personne. C'était vraiment en lien avec sa situation, elle-même, son mari et leur couple. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la relation, même si elle est différente, elle reste basée, bien sûr, sur le vécu, mais surtout sur l'acceptation que oui, elle change la relation. Et elle ne peut pas toujours être maîtrisée ou anticipée, mais elle peut quand même être vécue dans l'instant, dans le moment présent. Benoît, pouvez-vous nous expliquer le concept des cafés des aidants et votre rôle ? Pour l'instant, nous avons surtout parlé des aidants qui accompagnent principalement en institution ou à l'hôpital. Mais il y a un nombre considérable d'aidants. On dit qu'il y en a entre 8 et 12, 13 000, suivant les chiffres. En tout cas, énormément.
12-13 000, c'est pas 12 ou 13 000, c'est millions. Donc c'est énorme, c'est énorme. Ça fait quasiment une personne sur 6 en France qui se trouve en rôle d'aidant à un moment de sa vie, et parfois pour des durées longues, très longues, et parfois même, par exemple, un mari qui accompagne sa femme qui a une maladie dégénérative et qui, à un moment, accompagne aussi sa mère qui a aussi une maladie dégénérative. C'est des situations extrêmement complexes. Donc les cafés des aidants sont faits pour permettre aux aidants naturels, aux aidants proches, aux aidants familiaux, donc à l'exclusion de tout professionnel, de pouvoir se rencontrer et d'échanger entre eux. Et l'on constate dans ces cafés que des aidants qui vivent quelque part des situations différentes, parce que l'un aide un conjoint, l'autre un parent, l'autre un enfant, l'autre une personne, c'est une maladie plus de type psychiatrique, d'autres maladies dégénératives, suite d'AVC ou d'accidents cardiaques ou autres. Eh bien, ces aidants, pourtant si différents, se comprennent et s'épaulent entre eux. Alors, nous sommes toujours deux pour animer ces cafés. Il y a toujours un travailleur social ou une travailleuse sociale qui amène toutes ces compétences de la connaissance du milieu, des différentes structures, des différentes possibilités, des différentes aides possibles, et puis un psychologue ou psychopraticien qui anime le café des aidants et accompagne sur le plan psychologique. Alors, une des choses que l'on voit, c'est l'isolement de l'aidant, un isolement très fort. Il y a une sorte de loi naturelle, je vois ça comme ça de plus en plus au fur et à mesure de l'expérience, qui fait qu'il y a une fusion entre l'aidant et l'aidé qui deviennent inséparables. Bien sûr, l'aidé, la personne malade, sait faire comprendre à l'aidant que dès qu'elle s'absente, elle n'est pas bien et qu'il ne faut pas qu'elle s'absente. Et puis l'aidant, petit à petit, a le sentiment d'être la seule personne qui puisse accompagner son aidé, parce que la seule personne qui connaît comment il fonctionne. Et ce duo peut se refermer de plus en plus. Bien sûr, l'entourage est gêné par la maladie, donc il y a petit à petit un recul des amis, un recul de la famille. On viendra vous voir quand ça ira mieux, ce qui est un vœu pieux, mais en même temps, ça laisse dans un isolement et une fragilité très grande. Et puis, cette fusion des deux personnes aussi, malheureusement, va aussi dans le sens de l'isolement. Et ça peut aller, quelqu'un parlait de la problématique du suicide tout à l'heure, ça peut aller effectivement jusqu'à des risques suicidaires. Il y a eu, le 14 mai dernier, à Périgueux, un homme qui a étranglé son épouse, qui avait la maladie d'Alzheimer, et qui ensuite s'est pendu. Et nous constatons dans les cafés des aidants que nous avons aussi un rôle sur ce plan-là. Il y a des personnes qui viennent, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus, qui sont dans un isolement complet, et leur seule sortie, c'est de venir une fois par mois à ce café. Et petit à petit, mais il faut du temps, elles acceptent qu'elles ne sont pas seules, que les aides, il faut qu'elles les acceptent, qu'elles ouvrent ce duo aidant-aidé, d'abord par des aides à domicile, puis éventuellement par le SIAD, par des infirmières qui vont venir quotidiennement. Petit à petit, l'idée de séjour de répit, pas facile à mettre en place. Il y a encore beaucoup à faire en France pour que ça soit plus facile d'accès. Et puis souvent, finalement, envisager un placement. Mais pour ça, il faut du temps. Qu'est-ce que les familles ont besoin de savoir pour accompagner leurs proches dans les derniers instants ? Alors, il y a quelque chose de très particulier, c'est que les personnes qui sentent leur mort proche, généralement, ont une demande à la famille, ont une demande à l'entourage, éventuellement les soignants si c'est en institution ou en hôpital, c'est « promettez-moi que vous serez là, promettez-moi que vous me tiendrez la main, promettez-moi que vous ne me laisserez pas tomber, que je ne mourrai pas toute seule ou tout seul ». Et puis, curieusement, moi, tous les groupes que j'ai accompagnés dans des formations, je leur ai dit, dans votre établissement, comment ça se passe ? Comment les gens meurent ? Est-ce qu'ils sont accompagnés, justement, comme ils ont demandé au moment où ils meurent, ou est-ce qu'ils sont seuls ?
Et j'en suis venu à la conclusion qu'entre 70 et 80% des gens meurent au moment où ils sont seuls. Et vous avez tous en tête des témoignages de gens, soit professionnellement, soit familialement, que vous connaissez, et qui sont morts juste au moment où l'on s'est absenté, pour aller chercher un soignant parce qu'on sentait que c'était un moment particulier, ou pour aller se reposer parce que les dents n'en peuvent plus un matin. Des fois absenté quelques instants, et c'est juste à ce moment-là que la personne meurt. Et la famille, les proches, et même les soignants s'en sentent très coupables. Je n'étais pas là. Et je crois qu'il faut comprendre qu'il y a deux besoins, en fait. Il y a un besoin qui est « dites-moi que vous serez là », et puis quitter ce monde. Eh bien, il y a une personne qui quitte ce monde. Les autres, c'est le monde des vivants. Notre rôle, c'est de continuer à vivre. Et donc, la personne, au moment où elle quitte ce monde, elle est seule. Et souvent, elle a besoin de le faire seule. Et je pense que si l'on prend conscience de cela, ça peut éviter, pas toute la culpabilité, parce que la culpabilité de l'aidant, c'est un thème majeur, et la culpabilité dans le deuil aussi. Mais ça peut déjà éviter un certain nombre de déconvenues. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que la personne qui est en fin de vie, elle a une intuition, elle a des capacités qui sont différentes. Alors, pour que l'on comprenne, je prends souvent l'exemple de la jeune maman qui ressent son bébé. Elle n'a pas besoin de savoir, d'entendre, de le voir. Elle sait à quel moment il faut intervenir. Cette intuition est naturelle. En fin de vie aussi. Et j'ai remarqué que bien souvent, les personnes, dans le moment du mourir, elles ont besoin de savoir que les proches sont tournés vers eux, qu'ils sont au courant de ce qui se passe, qu'ils sont en train de venir. Et en général, pas toujours, mais ça peut lui suffire pour mourir, pour quitter ce monde, parce qu'elle se sent en communion avec eux. Et les gens arrivent et disent « je suis arrivé trop tard ». Et ça aussi, c'est un grand drame pour beaucoup de personnes qui se sentent coupables vis-à-vis de la personne décédée. En fait, non. La personne décède au moment où c'est juste pour elle, et la mort est relationnelle, mais elle sentait que les personnes étaient en lien. Et donc, si on sait ça, ça évite de se sentir, là encore, coupable. Il y a une blessure. J'aurais voulu revoir mon proche et je ne l'ai pas revu. Oui, bien sûr, ça c'est une blessure, mais il n'y a pas de culpabilité d'être arrivé trop tard. Est-ce que l'institution a répondu à vos attentes et à celles de votre papa ? Alors, je vais commencer par mon père. Je lui ai posé la question. Il dit, moi, je suis bien ici. Voilà. Donc, effectivement, c'est sa dernière maison. Je crois qu'il s'est vraiment fait sa place. C'est chez lui. De toute façon, quand il parle de Corian, maintenant la Reine Blanche, c'est chez lui. Ah, il rentre chez lui, ça fait du bien d'être rentré chez soi. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a trouvé ce qu'il pouvait y attendre, même si au départ, il était réticent et que malheureusement, je l'ai moi-même, et ça je le regrette, je ne l'ai pas suffisamment bien préparé à l'entrée en institution. Par contre, et là j'en profite aussi, parce qu'une entrée en institution, au-delà des soins, au-delà du parcours, on va dire, coordonné, c'est quand même une aventure humaine. Et il a eu beaucoup de chance, et moi aussi, par voie de conséquence, de rencontrer quand même une chaîne humaine. Parce que tout repose d'une bonne intégration et les attentes qui peuvent être, entre guillemets, comblées, parce que je ne sais pas si c'est vraiment des attentes, mais le fait que ça se passe bien, c'est parce que toute l'équipe, quelle qu'elle soit, ça passe par l'accueil, ça passe par les personnes qui s'occupent de la chambre, ça passe par les aides-soignantes, bien sûr, par les infirmières et les médecins et l'équipe dirigeante. Font que ça se passe bien. Et je pense que malheureusement, et ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est que dans un monde où tout est timé, on parle de performance, etc., le plus important, c'est le temps consacré, même s'il est court, même les 30 secondes ou même les minutes que le soignant ou la personne qui est là peut passer avec le résident, c'est que ce soit qu'il ait l'impression que ce soit son moment unique. Et en fait, en soi, mon père, qui est quelqu'un qui a besoin de présence au-delà des soins, je pense qu'effectivement, il a su trouver, je crois que je peux le dire, une certaine famille, ou une famille de cœur, qui lui rende bien, et partager avec un certain nombre de résidents aussi. Il s'est fait sa petite vie. Donc pour lui, je pense que ses attentes sont comblées. Enfin voilà, il n'en attendait pas moins ni plus, c'est très bien. Fabrice Thiebaud, je suis du groupe La Poste, je travaille à l'information.
Par rapport aux interventions, d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions. Et j'ai une question qui me trotte dans la tête concernant cette fameuse place des aidants et notamment le terme aidant. D'où vient ce terme? Parce que j'ai fini par comprendre par vos interventions que c'est les familles et les proches qui sont aidants. Donc je me dis, on a parlé même de mission d'aidant. Je me dis, quelle mission la famille peut avoir? Et donc je me dis, si on parle d'aidant, il faut descendre à un autre degré pour parler de la famille et des proches. Donc ça me questionne. D'où vient ce terme d'aidant? Alors, comme je suis un peu un des responsables du fait que c'est le mot qu'on utilise, je me disais, il y avait une approche sociologique derrière, voilà. Mais bon, je n'osais pas le... Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, pendant des dizaines d'années, il y avait des personnes qui aidaient les autres. Voilà. Et souvent, c'était lié à la famille. Et le terme souvent qui était utilisé, d'ailleurs, c'était les aidants naturels. Et donc, ça voulait dire que, souvent d'ailleurs, ça voulait dire des aidanteux, pour être très très honnête. Majoritairement, très majoritairement des femmes. Et l'idée, c'était, bon, c'est naturel. Donc, si... C'est normal, c'est naturel, c'est une maman qui dit bah, c'est mon fils, il est handicapé, évidemment, je m'en occupe, point. Une dame qui disait, une enfant qui disait bah, c'est mon père, c'est ma mère qui est malade, et évidemment, j'aide. Enfin voilà, il n'y a même pas de débat. Mais pourquoi même vous m'en parlez? C'est naturel, c'est normal, et ainsi de suite. Venez pas me... Sauf qu'à force de dire c'est naturel, du coup, ça justifiait aussi de rien faire. De dire bah, oh, ils le font, c'est la morale, c'est normal, et tout ça. Et donc, à un moment donné, il y a eu tout un travail, il y a eu une étude qui a été faite, statistique, celle qui est arrivée aux 8,5 millions de personnes, de 15 ans et plus. C'est-à-dire qu'on ne compte pas aussi, et il y en a, des jeunes, des très jeunes, qui accompagnent un parent touché par exemple par une addictologie, tout ça. On estime qu'il y en a autour de 500 000. Vous voyez, donc déjà on monte à 9 millions. Mais bon, en tout cas voilà. Et donc on s'est dit, il y a donc des personnes qui en moyenne 20 heures par semaine accompagnent d'autres personnes qui, si elles n'étaient pas accompagnées, verraient tout simplement leur pronostic vital mis en cause. C'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas vivre de cette manière-là. Donc des gens qui ont un rôle énorme. Mais des gens qui ne sont pas payés, donc bénévoles, qui sont... Voilà. Et ça arrangeait bien tout le monde. Parce que si on payait ces personnes, on s'est amusé à faire le calcul avec un groupe d'aidants, il faudrait mettre sur la table 164 milliards d'euros. Vous imaginez bien qu'il faudrait multiplier par 2 tous les impôts. Ça a déjà été fait dans le temps, on ne va pas recommencer, quoi. Donc à un moment donné, ça ne marche pas. Donc il y a cette solution-là, mais qui avantage tout le monde. Mais à un moment donné, se dire, oui, mais enfin, on ne peut pas laisser ces personnes-là, toutes seules, faire les choses. Donc heureusement, il y a un système de soins et tout ça, mais donc il y a eu une volonté de reconnaissance, de dire déjà, elles existent. Donc il y a eu en 2010, pour la première fois, le 6 octobre, tous les ans maintenant, la journée nationale des aidants, qui reconnaissait. Il y a eu entre autres l'Association française des aidants qui pilote les cafés des aidants. Il y a eu comme ça des structures qui se sont mises en place. Mais ça restait relativement restreint, et puis surtout, aucune reconnaissance et aucun soutien législatif. Donc il y a eu, grâce à Michel Delaunay, avec une loi, l'adaptation de la société au vieillissement, où pour la première fois, on a commencé, à reconnaître les aidants, et 2, à dire, il faudrait peut-être mettre un peu d'argent. D'un côté, il y avait 164 milliards d'euros, j'ai dit, on peut mettre un peu quelques centaines de millions quand même, vu ce que ça nous fait gagner, puisqu'il faut parler très très concrètement. Donc, du coup, et le mot qui est devenu, ça n'a plus été aidant naturel, ou même aidant familial, ou même aidant familier, ça a été aidant de proche. Parce que dans 18% des cas, la personne qui aide, c'est un voisin, c'est un ami, c'est quelqu'un qui n'a pas un lien ni institutionnel ni biologique. Donc c'était aussi pour rajouter ça. Voilà. Et donc le terme aidant est devenu aidant de proche ou proche aidant est devenu le terme. Et en effet, il est différent de celui de la famille. Je suis toujours de la famille, même si je ne passe pas 20 heures par semaine à côté de cette personne-là. Donc par exemple, il y a un couple, l'un des deux est touché par la maladie d'Alzheimer de manière importante, l'autre, souvent, c'est pas 20 heures par semaine, c'est 20 heures par jour. Mais pour autant, il y a des enfants, ainsi de suite. Parfois, d'ailleurs, l'aidant souhaite protéger ses enfants, que surtout, ils ne soient pas au courant, qu'ils ne soient pas tristes, ainsi de suite. Voilà. Et donc, vous avez parfaitement raison. Il y a la famille qui a un rôle, plus ou moins, hein, parce que là, on était beaucoup dans des exemples avec vous d'un proche qui est très très présent. Mais il y a aussi parfois des familles où les proches ne sont pas très très présents. Hein, il y a aussi ces éléments-là. Donc voilà, c'était juste pour dire. Donc c'était ce galon au-dessus d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de porter un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Mais et en rappelant que si ces personnes n'étaient pas là, le système de santé publique en France s'écroule. Donc en plus, on leur doit un sacré coup de chapeau.